commence directement en mode enfer. Un père abusif. Une mère qui favorise sa sœur. Alors, quand le feu s'est déclaré, il n'a pas crié à l'aide mais s'est réchauffé. Puis il est parti dans la nuit sans se retourner. Ce qui est admirable chez l'héroïne, c'est qu'elle ne se plaint jamais. Le désir est son arme, et elle s'est frayé un chemin sanglant avec détermination. D'orpheline maltraitée par sa famille, à épouse d'un prince et véritable détentrice du pouvoir. Si vous êtes fasciné par les contre-attaques fatales et décisives des femmes, à la fois audacieuses et captivantes, et les jeux sombres de pouvoir cachés sous des apparences innocentes, cette série italienne culte saura vous séduire. L'histoire commence avec l'apparition de l'héroïne, Modesta. Sa sœur Tina a déjà 12 ans cette année, mais son intelligence n'est même pas celle d'un enfant de quelques années. Il est constamment attaché à sa mère. Sa mère lui donne donc toute son affection. Mort reçoit, en revanche, des reproches. Non seulement il doit s'occuper de sa sœur, mais aussi travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Et pourtant, il ne reçoit jamais un mot de louange de sa mère, pour que sa sœur puisse participer dignement à la cérémonie du banquet. Sa mère a spécialement acheté de nouveaux vêtements et chaussures. Il était complètement obsédé par l'idée d'habiller Tina, ignorant totalement l'apparence négligée de Mott. Note, mécontent, fouilla dans les vêtements de sa sœur, mais il fut surpris par leur mère. Furieuse, elle l'attacha dans la cour pour le laisser sous le soleil. Pendant ce temps, il se précipita avec Tina pour assister à la cérémonie. Plus tard, un homme inconnu apparut et le libéra. Après une brève conversation, l'homme se présenta comme son père. Il l'a fait entrer dans la maison. Il lui a parlé de son prochain départ pour Catane. Il a dit que là-bas, il y avait un port animé, et une mer vaste et infinie. Regarde le feu, frère. Donne un teint d'anneau, ensemble. C'est alors que la mère est revenue. Voyant la scène, elle a crié à l'homme de partir. Puis elle a appelé Mott à venir près d'elle. Mort aspirait à l'océan dont son père parlait, et était en colère contre l'indifférence de sa mère à son égard. Alors il restait immobile sur place. Son père en profita pour forcer sa mère à entrer dans une pièce voisine. Puis il prit Note dans ses bras et l'allongea sur le lit, tout en décrivant la beauté de l'océan, et en commençant à se déshabiller. Rapidement, il se retrouva entièrement nu. Note n'avait jamais vu un homme nu auparavant. La scène devant lui faisait un peu peur. Mais il ne pouvait pas montrer qu'il avait peur, craignant que son père ne l'emmène pas. Alors il fit semblant d'être courageux, laissant l'homme le plaquer sur la planche. Il se réveilla longtemps après. La douleur dans tout son corps lui faisait se demander s'il avait été démembré. Il tâtonna pour vérifier son corps. Tout était encore là. Une douleur brûlante se fit sentir sous le ventre, et des taches de sang apparurent sur ses vêtements. Regardant l'homme endormi devant elle, Note descendit doucement du lit. Elle prit la lampe à pétrole pour réveiller sa mère, mais vit sa sœur Tina blottie dans les bras de leur mère. Toutes deux dormaient profondément. À ce moment-là, le ronflement soudain de son père effraya Note. La lampe à pétrole qu'elle tenait tomba au sol. Le feu s'alluma instantanément. Il voulait ouvrir la porte pour réveiller sa mère. Mais après un moment de réflexion, il a retiré sa main. Il se tenait dehors, regardant les flammes dévorer la maison. Il a tendu les mains, ne sachant pas s'il voulait un câlin de sa mère, pour ressentir la chaleur des flammes. Ensuite, il s'est précipité dans l'obscurité derrière lui sans se retourner. Cependant, il n'a pas couru loin avant de s'évanouir sur le sol. Il a été sauvé par un passant. Il a été envoyé dans un monastère voisin. Les policiers ont mené une enquête, et découvert que sa mère et sa sœur étaient enfermées dans la maison, et n'avaient pas échappé à l'incendie. Ils venaient également de subir des violences sexuelles. Lenovo Shrinkton Off. Closer than Living Your Cars. Tout indique qu'un homme s'était introduit dans la maison, et qu'il serait le coupable de tout cela. Les religieuses étaient profondément touchées par le sort de Mott. Sans abri, il a été temporairement placé dans ce monastère. Mais il sera bientôt envoyé ailleurs, car ce monastère n'accueille depuis 200 ans que les membres de la noblesse sicilienne. Les religieuses, sans aucun doute nobles, ont été envoyées ici par leur famille pour diverses raisons. Elles y récitent pieusement les textes théologiques, offrant leur chasteté et leur liberté à Dieu, dans l'espoir de devenir les épouses du Seigneur. La vie au monastère, loin des troubles et des soucis du monde, mais aussi monotone et ennuyeuse. L'arrivée de Mott a apporté un peu de vie ici. Le soir, les sœurs le mettaient dans un tonneau, et nettoyaient patiemment la saleté sur son corps. Mott restait silencieux, curieux de tout ce qui l'entourait. Profitant d'un moment d'inattention d'une sœur, il s'échappa du tonneau. Il a couru dans la cour complètement nu. Il a grandi dans les montagnes depuis son enfance. Il n'a jamais reçu d'éducation. Il était habitué à une vie sans contrainte.
Naturellement, il ne savait pas que cela pouvait être inapproprié. En écoutant la musique, il a vu pour la première fois la douce sainte Léonora, surnommée Nora. Nora avait un statut élevé, ainsi que la mère supérieure de ce couvent. Après que les sœurs se soient excusées, elles ont renvoyé Mott. Puis, pendant le repas, Mott ne savait pas utiliser les couverts. Alors il a pris le pain avec ses mains et l'a dévoré. Parce que c'était trop indécent. Il a été retiré de la table par une sœur avant d'avoir fini de manger. Ensuite, il a eu un peu mal au ventre, et a suivi son ancienne habitude. Il voulait juste trouver un endroit pour se soulager. Il ne s'attendait pas à ce que le jardinier arrive soudainement. Il a immédiatement fui le jardin et s'est caché dans l'armoire des religieuses. Il a fait ses besoins sur la robe blanche d'une religieuse. Voyant son comportement sauvage, les religieuses ont décidé de le faire partir au plus vite. C'est lors de cet incident qu'il a remarqué Nora parmi la foule, une personne avec une autorité absolue. Il a appris qu'elle était la directrice ici, décide de tout dans la cour. Mott s'est libéré des sœurs, et a couru directement vers Nora. Il l'a serrée fort dans ses bras. En fait, il avait entendu toutes les discussions des sœurs, et savait qu'il serait bientôt envoyé à l'orphelinat. Et la seule personne qui pouvait changer cela, était la directrice Nora. Et Nora pouvait voir dans ses yeux. Il a compris ses supplications, et a accepté qu'il reste. Puis l'a doucement conduit dans son bureau. En entrant dans le bureau, une peinture étrange sur la table a attiré l'attention de Mott. Le regard de la jeune fille sur la peinture était dirigé vers le haut, mais elle tenait dans ses mains une paire de seins ensanglantés. Nora lui a dit que c'était Sainte Agathe, la sainte patronne de Catane en Sicile, qui avait refusé Rome. Persécutée cruellement après avoir refusé la demande en mariage d'un officier, elle finit par être mutilée et abattue. Mais son âme s'envola au paradis et elle devint une sainte. Puis Nora changea de sujet, et parla de l'incendie de Motka, essayant de lui soutirer quelques détails. Mais en voyant la peur dans les yeux de Motka, elle s'attendrit et cessa de poser des questions. Elle le prit dans ses bras et le réconforta doucement, tout en chantant une mélodie avec le sourire. Note était complètement immergé dans sa tendresse. Peut-être était-ce l'amour maternel qu'il avait toujours désiré. Ainsi, Nora a convaincu l'assemblée, brisant des règles centenaires du monastère. Elle a décidé de garder Mott ici. Et l'affection de Nora permettait à Mott de vivre libre et heureux au monastère. Même en lisant, brodant ou jouant de la musique chaque jour, il était joyeux comme un petit singe, apprenant sérieusement toutes sortes de connaissances, et sa vitalité débordante a également influencé la réservée Nora. Même lors du tremblement de terre, Nora n'a pas hésité à le protéger, et dans ses bras, Mort se sentait plus en sécurité que jamais. Le temps a passé, et en un clin d'œil, Mort est devenue une jeune fille. Elle est devenue gracieuse et élégante, mais leur relation est restée proche, parce que la religieuse qui accompagnait Nora est partie. Mort a obtenu la permission de s'installer chez Nora. Son corps a commencé à se développer. Quand Nora l'aidait à bander sa poitrine, il pouvait sentir la douceur des mains de Nora toucher sa peau. Un trouble inexplicable a commencé à naître. Ainsi, il a continué à suivre Nora, s'efforçant d'apprendre les connaissances qu'elle lui transmettait, comme les mots de sa narration le décrivent. C'est un petit changement mais un peu d'ombre. Son désir d'apprendre est intense. Nora en est même surprise. Mais à cette époque, même Nora, née noble, pensait qu'il était inutile pour une femme d'apprendre trop de choses. Elle n'atteindrait jamais le statut des hommes. Cependant, les pensées de Mo étaient simples. Il voulait devenir comme Nora, une personne pleine de talent. Nora le regardait avec satisfaction, prête à l'emmener à la tour pour observer les étoiles, où un télescope astronomique était installé. Mais soudain, il s'est mis à pleuvoir. Ils ont dû convenir de remettre ça à une prochaine fois. Puis, tous deux riaient et s'amusaient, en courant à toute vitesse jusqu'à leur chambre. Ils étaient trempés de la tête aux pieds. Nora, calme comme toujours, lui conseilla de vite se changer. Ne prends pas froid. Cependant, lorsqu'il se déshabillait, Mort, derrière lui, a plusieurs fois tenté de le toucher, mais s'est finalement retenu. Un sentiment vague et interdit commençait à prendre forme. À ce moment-là, Nora lui dit qu'elle lui avait laissé un héritage. Ainsi, même si elle n'était plus à ses côtés, il pourrait mener une vie décente. La possibilité de séparation rend soudain Mott un peu déprimé. Ce soir-là, ils se sont endormis dans les bras l'un de l'autre. En discutant, Mott s'est endormi. Dans son rêve, il se souvient du garçon qu'il aimait secrètement. Le toucher sans entrave de Tuzu a éveillé son désir. C'était une scène qui s'était réellement produite. Mais Tuzu, qui avait quelques années de plus,
s'est arrêté à temps. Il ne voulait pas détruire Mott. Alors il l'a réprimandé bruyamment pour qu'il parte. Cette scène, à la fois rêve et souvenir, s'est terminée. Mott s'est réveillé, encore confus. Il a entendu Nora derrière lui. Le son de sa voix. Cette femme, considérée comme une sainte par tous, caressait son propre corps avec émotion dans l'obscurité. En un instant, Mott ouvrit grand les yeux, le cœur de plus en plus agité. Cependant, dès le lendemain matin, Nora partit précipitamment, appelée par sa famille. Elle se rendit à Catane pour régler des affaires. Bien qu'elle ne soit partie que pour quelques jours, Mott était extrêmement réticent et voulait l'accompagner. Nora a refusé catégoriquement. Elle a dit qu'il y avait une guerre dehors. Rester ici était le plus sûr. Après un adieu émouvant, Nora est partie. Avec le départ de Nora, ceux du monastère, qui n'aimaient pas Mott ont saisi l'occasion pour se moquer de ses origines modestes en face de lui. La plus évidente était Lena. Avant l'arrivée de Mort, Nora l'aimait le plus. Maintenant, elle est reléguée au loin, mais Mort s'en fiche. Toutes ses pensées sont pour Nora. Nora reviendra bientôt, et tard dans la nuit. Une lettre est glissée sous la porte en bois. C'est une lettre d'amour passionné. La signature était celle de Nora, à laquelle il pensait constamment. Dans la lettre, Nora disait qu'elle pensait à lui tout le temps. Elle désirait ardemment être seule avec lui jour et nuit. Note était entourée d'amour et de joie. L'amour caché dans son cœur commençait à se répandre. Le lendemain, Elena le trouva dans la cour. Elle lui dit qu'elle était très jalouse de lui. Note était encore plus convaincu de son caractère unique aux yeux de Nora. Il croyait aussi au sentiment de Nora pour lui, différent des autres. Les gens sont différents. Le soir, Nora a tenu sa promesse. Mais Note est monté dans la tour. Il était toujours aussi doux. Il lui a rappelé gentiment qu'une barrière était instable, et qu'il fallait faire attention. Ensuite, il a patiemment montré à Mort la position de la grande ours et de Sirius. Cependant, Mort n'était pas du tout concentré sur les étoiles. Il a plutôt demandé des nouvelles de Nora. Nora a dit qu'elle était autrefois une jeune noble, enveloppée dans la dentelle et les rubans d'organza. Ses cheveux étaient même coiffés par un spécialiste, soutenu par sa famille. Elle devait aussi remplir ses devoirs familiaux. Elle devait épouser un officier noble allemand. Mais les hommes l'ont toujours mise mal à l'aise. En entendant cela, il se souvint de cette lettre d'amour nocturne. Note a révélé le secret de Nora la veille de son départ. Puis il a laissé échapper toutes ses pensées sur lui, sans retenue. Ces mots ont terrifié Nora. Il a perdu le contrôle et a repoussé Note. Puis s'est agenouillé en pleurant pour se confesser à Dieu. Note était dévasté. Il a dévalé les escaliers de la tour, comme s'il revivait la nuit où son père l'avait agressé. Il était en proie à une grande douleur. Pendant ce temps, le jardinier dans la cour continuait sa vie. Il s'est approché comme quand il était enfant, et a tendu les mains. Le lendemain matin, Note s'est réveillé dans la douleur. Une vieille nonne est entrée avec des affaires. L'incartade de Note la nuit dernière avait mis Nora en colère. Il a ignoré leur ancienne amitié, et a demandé à la nonne d'apporter un nouvel instrument de torture, brodé d'une croix, avec des clous sur le dos. Collez-le sur la poitrine et serrez le bandage. En un instant, le sang commence à couler. Ensuite, ils l'ont mis en isolement. Ils lui ont ordonné de prier jour et nuit, pour demander pardon à Dieu. Dans la cellule d'isolement, Mort avait l'esprit plein de questions. Il pensait que c'était sûrement de sa faute. Il se souvenait des erreurs de son enfance. Chaque fois qu'il tremblait, encore quelques larmes, et Nora le prendrait dans ses bras pour le réconforter. Et jusqu'à aujourd'hui, pleurer est la chose la plus facile pour lui. Il suffit qu'il le veuille pour que les larmes coulent sur ses joues. Alors, la prochaine fois que la sœur apporta de la nourriture, il fit semblant de s'évanouir par terre, et cette astuce fonctionna. Nora céda, et lui permit de quitter la chambre pour aller dans le jardin. Alors qu'il mangeait dans la cuisine, une sœur lui a dit qu'il n'était pas le premier à être si sévèrement puni. Avant son arrivée au monastère, il y avait une fille qui lui ressemblait beaucoup. Elle s'appelait Hilaria. À son arrivée, elle était comme une petite folle, mais grâce à l'affection de Nora, elle est devenue pieuse et studieuse. Plus tard, il a également été sévèrement puni. Il a été enfermé dans une cellule d'isolement. C'était la même que celle où Mott avait séjourné auparavant. Finalement, accablé par la tristesse, il a sauté par la fenêtre de sa chambre. Le lendemain matin, lorsqu'on l'a retrouvé, il ne respirait déjà plus. Cependant, cela n'a pas effrayé Mott. Au contraire, cela lui a donné une idée pour reconquérir Nora. Il pensait que s'il mourait, il pourrait reconquérir le cœur de Nora. Alors, le lendemain, sans la moindre hésitation, il a sauté directement dans le puits. Heureusement, il n'a pas été noyé.
et il a gagné son pari. La première personne qu'il a vue en ouvrant les yeux, c'était Nora, le regard plein de tendresse. Comme lorsqu'il était enfant, Nora est restée à ses côtés sans le quitter d'une semelle. Son expression était empreinte de culpabilité et de remords, mais il refuse toujours d'accepter cet amour, ce qui rend Mott méfiant. Au fur et à mesure de son enquête, Mott découvre que la soi-disant lettre d'amour était en fait une note de Nora forgée par Elena. Elena avait percé à jour leur amour interdit, et, par jalousie, avait délibérément utilisé Mott pour dévoiler leur secret. Mott était furieux. Il a attaqué Irina sur le coup. Nora a rapidement été mise au courant de l'affaire. Il a demandé à Mott pourquoi il avait fait ça. Nort lui a ordonné de faire venir Irina, pour lui demander en face ce qu'elle avait fait. Nora pensait qu'à ce stade, il continuait à calomnier Irina. Nort, furieux, a traité Irina de menteuse. Nora était très déçue par lui. Elle pensait s'être trompée sur lui. Ils ont décidé de l'expulser du monastère et de l'envoyer à l'orphelinat, à Annona Parcagna Casalecchio. Pas de reddition. Je suis censé manger juste là, Mo était paniqué. Il ne se défendait plus. Il ne faisait que demander pardon. Cependant, Nora avait pris sa décision. Il n'y avait aucune possibilité de retour en arrière. Et une fois qu'il quitterait le monastère, il perdrait également cet héritage. Cette attention est réservée aux religieuses dévouées. Et la dernière clémence de Nora était de demander au médecin de fournir un certificat, prouvant que Mott, en raison de la violence subie, avait été contrainte de perdre sa virginité, en espérant que cela n'affecterait pas son mariage à l'avenir. Nora ignora ces paroles, et le mit en garde, de ne plus jamais évoquer ce qui s'était passé entre eux. Ceux qui méprisent les fantasmes amoureux. Puis, devant Nora, il commence à rejouer les événements de cette nuit-là. Il l'accuse de l'avoir hébergé, dans le but de séduire un mineur comme lui. Fixant ce visage qui l'obsède, No ne peut s'empêcher de s'approcher à nouveau. Nora le repousse encore. Sous le choc et paniquée, elle s'enfuit précipitamment. La haine dans le cœur de No se libère. Plus il détestait Nora, mieux il se sentait. La haine était devenue son nouveau mécanisme de défense. Il s'était libéré des contraintes de l'amour, et avait trouvé la liberté dans la haine. Au cœur de la nuit, Not était recroquevillé dans un coin de la tour, attendant Nora. Le temps semblait s'étirer. Enfin, Nora apparut. Il se leva lentement, et tendit prudemment la main, espérant un câlin. En voyant son air désemparé, Nora s'est laissée attendrir. Elle a accepté cette étreinte, profitant de l'absence de témoins. La nuit noire était le meilleur des refuges. Il s'est permis de céder un instant. Mais Nora était loin de se douter que ce bref abandon lui coûterait la vie. Not, profitant de son inattention, a soudainement poussé Nora du haut de la tour. À l'origine, la tour n'était pas stable. C'est Nora qui l'a prévenu. En regardant les corps sous la tour, Not a soudain repris ses esprits. Le lendemain matin, le jardinier a découvert le corps de Nora. Tout le monde pensait qu'elle était tombée, en observant les étoiles par accident. Lorsque Mor a entendu la nouvelle, Yang Xuang était sous le choc. Elle s'est mise à pleurer jusqu'à s'évanouir. Elle a joué une belle scène devant tout le monde. La mort du directeur a plongé le monastère dans le chaos. Personne ne s'est soucié de savoir si Motte devait être envoyé à l'orphelinat. Sa crise a été temporairement résolue, mais une épreuve encore plus grande l'attendait ce jour-là. La religieuse lui a demandé de préparer ses affaires, en disant que quelqu'un viendrait la chercher. Pleine d'inquiétude, elle a été conduite à la porte par le jardinier, regardant la voiture qui arrivait au loin. Le modèle, qui n'avait jamais vu une telle machine moderne, se cachait timidement derrière le jardinier. Le jardinier lui expliqua patiemment que c'était une voiture, et l'aida à monter. Ils se dirent au revoir précipitamment à travers la vitre. No Russell. What is when you s'écarter? I don't know what I'm looking. La voiture démarra. Mo prit place dans la voiture pour la première fois. Il s'est endormi à l'arrière sans s'en rendre compte. Dans un état de rêve, il a cru voir sa mère Pina et Nora. Quand il a rouvert les yeux, il a découvert qu'il était entré dans un manoir. Le manoir était somptueux. Les domestiques étaient également respectueux et polis envers lui. Ainsi, il a été conduit dans une chambre. On lui a dit que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il lui suffisait de tirer sur la corde au mur. Un personnel dédié est venu s'occuper de lui. Mor voulait savoir où il se trouvait, et qui l'avait invité ici. Le domestique ne répondit pas. Il lui demanda simplement d'attendre patiemment.
après le départ du domestique. Il fut intrigué par les objets dans la pièce. Le lendemain matin, il apprit par la bouche de la servante qui lui apportait le petit déjeuner, qu'il se trouvait chez la famille Brandiforti, une villa de campagne de la princesse Gaïa. À cause de la guerre incessante, ils ont déménagé du palais de Catane à cet endroit. La servante lui a rappelé qu'à part le grenier de la villa qui est interdit, il pouvait se promener librement. Plus tard, la princesse Gaïa l'a rencontré. Ses cheveux étaient argentés. Bien qu'elle ait vieilli, sa noblesse et sa beauté étaient indéniables. Il s'avère qu'elle est la mère de Nora, et à côté d'elle, la jeune noble pétillante s'appelle Béatrice, surnommée Béa. Elle est la sœur de Nora. D'après ce qu'il sait, sa sœur Nora était déjà au couvent quand il est né. Donc, il n'a aucun souvenir de Nora. Note c'est que la directrice vient d'une famille éminente. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle soit si prestigieuse et qu'elle l'invite. Mo est la princesse elle-même. D'une part, Nora est décédée. L'accord de succession nécessite la signature de Mo. La princesse est aussi très curieuse de savoir quel genre de fille a pu tant plaire à sa fille. D'autre part, la princesse a des doutes sur la mort de sa fille. Elle veut en savoir plus à travers les détails, même s'il pose des questions très discrètement. Mais Mott avait tout de même perçu le doute dans ses paroles. En tant que bénéficiaire des biens, il était le principal suspect du meurtre de Nora. Cependant, obtenir la sympathie des gens était ce que Mott faisait de mieux. Il raconta sa relation avec Nora, en cachant bien sur leurs sentiments naissants. Dans son récit, Nora était une aînée bienveillante, et il ne tarissait pas d'éloges à son égard. Puis il a parlé de sa chute accidentelle, avec une expression douce et des larmes bien dosées. Il a réussi à dissiper les doutes de la princesse à son égard. La princesse a même vu en lui un vague reflet de sa fille. Elle lui a permis de rester quelques jours de plus, en attendant l'arrivée de personnes impartiales pour leur accompagner, et elle a déclaré qu'il pouvait venir discuter et prendre le thé avec eux pendant ce temps. Comparé à la princesse, le jeune Béa était fasciné par Mort. Il l'accompagnait à l'église pour réciter des prières. Il le guidait à travers le domaine pour se promener. Les deux sont rapidement devenus amis. Pendant leur discussion, Béa a prononcé des paroles pleines de sens. Les morts dont il parlait. Au début, Mort ne comprenait pas ce que cela signifiait. Il avait juste l'impression que tout le domaine était empreint de mystère. Dans le somptueux manoir, devrait être rempli de rire et de joie. À défaut, une vie ordinaire. Mais ici, c'est comme si la vitalité avait été aspirée, comme un tombeau morne et silencieux. La princesse vit en réclusion, comme si elle gardait une tombe desséchée. Le plus étrange, c'est les bruits sacrés venant du dernier étage la nuit. Mais même ainsi, la vie dans le manoir, cela a éveillé ses désirs enfouis. Sans le monastère de Nora, il n'avait plus envie d'y retourner. Il ne pouvait plus supporter une vie aussi monotone. Alors, il a juré en silence d'agir prudemment et de rester. Le soir, il a été attiré par des bruits venant d'en haut. Il a suivi les sons. Il est tombé sur la fête des domestiques. Les jours étaient trop monotones. Ils ne peuvent chercher du plaisir qu'en cachette de leur maître. Il a été surpris en train d'espionner. Rocco l'a poursuivi pour lui demander de garder le secret. Rocco est le chauffeur du domaine. Il entretient une relation amoureuse avec la domestique Mena. Mena a travaillé dans un cirque, depuis que son mari est parti à la guerre. Elle est sans nouvelles de lui. Après que Note lui ait promis de garder le secret, il est retourné dans sa chambre. Par la suite, les deux se sont progressivement rapprochés. Lors d'une conversation, Mott s'est demandé pourquoi Rocco n'avait pas rejoint l'armée. Rocco a expliqué qu'il avait eu la tuberculose dans son enfance, et qu'il n'avait pas réussi l'examen médical. Pendant ce temps, Mott entretenait toujours une bonne relation avec Béa, et apprit par elle que le fils préféré de la princesse, Jacopo, était mort à la guerre, et que sa fille Nora était décédée au couvent. Même Béa était atteinte d'un handicap. C'était une boiteuse qui s'efforçait de le cacher. À cause de son état physique, Béa se sentait très complexée et tourmentée. La princesse, vieillissante et aimant la solitude, laissait Béa, qui grandissait, sans personne à qui confier ses pensées de jeune fille. C'est pourquoi l'arrivée soudaine de Mott lui apporta un immense réconfort, allant même jusqu'à illuminer sa vie monotone et morose. Il faisait de plus en plus confiance à Mott, à tel point qu'il dépassait peu à peu le stade de l'amitié. Ce jour-là, lorsque Mott entra dans le salon vêtu d'une tenue de religieuse, la princesse trouva que ses vêtements dégageaient une certaine tristesse. Elle lui demanda de mettre une belle robe. C'était la première fois que Mott portait une robe. Ses yeux brillèrent de larmes pendant un instant. Les servantes pensèrent qu'il n'était pas d'accord.
Mott venait simplement de prendre pleinement conscience. Il veut cette robe. Il veut ce genre de vie. En se regardant dans le miroir, il ne peut s'empêcher de se mettre sur la pointe des pieds, et de tourner joyeusement sur le coussin. Et quand il est avec la princesse, il peut arrêter les rapports d'un simple mot, pour qu'on lui joue une pièce de marionnette. Le désir de pouvoir commence à germer dans le cœur de Mott. On peut l'imaginer. Sinon, il serait renvoyé au monastère. Mott se sentit un peu déçu. Il en profita pour demander à la princesse de rester et de travailler. Il avait appris la comptabilité au monastère. Il pouvait aider à vérifier les comptes. La princesse changea de sujet et refusa. Alors qu'il n'avait pas encore trouvé de moyen de rester. Un nouvel événement survint. Béa et Rocco lui déclarèrent leur amour successivement. D'abord, Béa dans la petite chapelle. Ne pouvant contenir son émoi intérieur. Il voulait embrasser Mott. Nort l'a instinctivement repoussé. Béa s'est alors réveillée de son rêve. S'est excusée et a quitté les lieux précipitamment. Mott n'avait pas encore repris ses esprits. Quand Rocco est entré, et l'a invité à se promener et discuter au parc. Rocco a avoué à Mott qu'il n'avait en fait aucune maladie pulmonaire, mais un déserteur. Il ne voulait pas mourir pour l'Italie. Il voulait juste vivre. Morte ne lui reprochait rien, parce qu'elle le comprenait. En réalité, elle ne voulait pas devenir nonne. La sincérité de Morte rendait Rocco heureux. Il était déjà attiré par la belle Morte. Mais auparavant, il n'osait pas faire le premier pas à cause de son statut de religieuse. Maintenant, une nouvelle chance s'offrait à lui. Juste au moment où il allait se déclarer. La servante est venue chercher Mott. La princesse voulait le voir dans le bureau. Quand Mott est arrivé au bureau, la princesse lui a dit que le notaire allait bientôt arriver. Une fois l'accord signé, il pourrait partir. Avant de signer l'accord, il voulait poser une dernière question à Mott. Est-ce que Nora s'était suicidée? Mott aperçut de la culpabilité dans son ton, et de remords, puis a fermement déclaré que c'était juste un accident, et a dit que Nora avait trouvé une impasse au couvent. Elle était heureuse tous les jours. À ces mots, la princesse a poussé un soupir de soulagement, et s'est calmée. Lors de la signature de l'accord, Mott a remarqué qu'en plus du notaire, il y avait un homme corpulent à côté. Il s'appelle Karl. Il est profondément digne de confiance pour la princesse. Il est responsable de toute la gestion financière du domaine. Les ouvriers et le bétail sont sous sa supervision. Après la signature de l'accord, son départ est également entré dans le compte à rebours. Rocco, en apprenant la nouvelle, était paniqué. Dans l'urgence, il a demandé Mott en mariage, affirmant que tant qu'ils seraient ensemble, il pourrait demander à la princesse de lui confier la gestion des comptes. Il pourrait rester ici. En réalité, Mott n'aime pas vraiment Rocco, mais ce mariage pourrait lui permettre de rester au domaine. Pendant un moment, Mott était tiraillé. De retour, Mott a prétexté rendre un livre pour voir la princesse, espérant trouver une occasion de rester. En fait, la princesse l'apprécie beaucoup. Elle ne souhaite pas qu'il passe sa vie ici. Peut-être à cause de l'imminence du départ, ou peut-être que Mott la rassure beaucoup. La princesse lui a révélé un secret. Béa n'est pas sa fille, mais sa petite-fille. Elle est la fille de Nora. Saturne matrangenta. The mama canopa deva indis sumadus pusar. Pour cacher le scandale, après avoir donné naissance à Béa, Nora a été envoyée au couvent par son père. À l'époque, Nora le suppliait de ne pas l'envoyer. Dans ce pays, seuls les hommes ont le pouvoir de décision. Même s'il est un prince, il ne peut pas empêcher sa fille d'être envoyée ailleurs. Depuis ce jour-là, Nora a commencé à haïr sa mère. Elle a déchiré toutes les lettres qu'il lui envoyait. Et c'est précisément pour cette raison que le prince a interrogé plusieurs fois sur la cause de la mort de Nora, craignant que sa propre dureté ait poussé Nora à mettre fin à ses jours. Mort, en apprenant la vérité, est sous le choc. Cela ne correspond pas du tout à l'image qu'il avait de Nora. Non seulement elle ne détestait pas les hommes, mais elle avait même vécu une histoire d'amour inoubliable. L'hôte se dirige vers la chambre de Nora. En regardant les vêtements dans l'armoire, il a l'impression de voir Nora devant sa coiffeuse. Ses longs cheveux bouclés et soyeux, son maquillage raffiné, et sa douce nuisette en dentelle. Il n'avait jamais vu Nora comme ça. Nora pouvait se retourner. Nora disparaissait. Et à sa place, il y avait Béa. Béa, avec un air sarcastique, dit à Mott que son histoire était un secret de Polichinelle, qu'il était le seul à croire naïvement. Puis, leurs regards se croisèrent avec ambiguïté. Béa défit lentement ses vêtements. Mott ne l'arrêta pas. Au contraire, il a répondu avec enthousiasme. Ainsi, ils ont brisé les interdits et se sont mis ensemble. Après une nuit passionnée, Mort a imité Nora, et a chantonné la comptine à Béa.
Béa était ravie. Elle lui a demandé où il l'avait apprise. Il s'avère que la princesse la lui avait aussi chantonnée. Mor est resté silencieux sans répondre. C'était quelque chose que Nora lui avait appris. Elle a remplacé Nora pour toujours dans sa vie, et d'une manière inattendue. Elle est revenue dans sa famille. Le lendemain, c'était le moment de son départ. Finalement, Mot a pris la décision d'aller voir Roko Yangzuang. Émue, elle a accepté sa demande en mariage. C'est alors que quelqu'un a appelé Roko depuis le toit. Mot l'a suivi jusqu'au toit. Des cris hystériques venaient de la chambre. Il s'avère que la princesse avait 3 enfants. Dans le grenier, enfermé, se trouve son dernier fils encore en vie. Le prince Hippolyte, surnommé Hippo. C'est un être difforme, et il est imprévisible. Ses émotions sont extrêmement instables. Mo, prenant son courage à 2 mains, s'avance. Jingan apaise le hippo enragé. Les 2 personnes à côté s'exclament que c'est un miracle. Ils la considéraient comme une sainte. Cependant, sous cette aura sacrée, se cachait son sourire triomphant. Il savait que ce serait sa véritable raison de rester. Et s'il pouvait apaiser le prince Hippo? La raison était simple. Depuis son enfance, il prenait soin de sa sœur. Apaiser les autres était pour lui une seconde nature. Comme prévu, la princesse, en apprenant cela, demandait à Mot de rester un peu plus longtemps. Ainsi, il a réussi à rester. Le laisser rester, c'est le laisser rester. Mais la princesse détestait profondément le prince Hippo. Elle le considérait comme un monstre. Sa présence était comme une malédiction pour leur famille. Que tout cela ne commence jamais avec le rappeur. C'était après qu'elle ait accepté la demande en mariage de Roko. À mesure que le statut de Mot s'élève, Roko est impatient de rendre leur relation publique. Mot en est très contrariée. Elle ne peut que le calmer temporairement avant de trouver une solution. Après s'être débarrassée de Roko, Mot se rend au jardin de Beyal pour renforcer ses liens. Les 2, goûtant pour la première fois à la douceur de l'amour, souhaiteraient passer des siècles ensemble. Alors qu'ils s'embrassent, ils sont accidentellement surpris par Karl. Mais Karl ne les dénonce pas. Il a juste dit bonjour et est parti. Not était un peu curieux de son identité. Béa lui a révélé un autre secret. Il est l'amant mystérieux de Nora. Il est aussi son père biologique. À l'époque, le père de Nora préférait sacrifier sa fille, plutôt que d'expulser Karl, simplement parce qu'il était très compétent. Il était une aide précieuse. C'est pour cette raison. Sa position dans cette maison, et la confiance qu'on lui accorde sont incomparables. Les jours passaient ainsi. Not passait ses journées avec Béa, tout en s'occupant du prince Hippo. La princesse lui faisait de plus en plus confiance. Ce jour-là, il fit venir Karl, espérant que Not devienne son assistant, pour apprendre à gérer les comptes du domaine. Mais Karl ne le prenait pas du tout au sérieux. Il le trouve trop jeune. Mais la princesse a décidé. Il n'a pas le choix, même s'il est réticent. Cependant, il ne l'apprécie toujours pas. Le lendemain, Mot est venu au domaine pour étudier. Dès leur première rencontre, ils se sont affrontés verbalement. Karl se moque de lui en disant qu'il ne sait même pas monter à cheval. Mot réplique qu'il apprendra, si même lui peut le faire. Ça ne doit pas être difficile. À ce moment-là, quelqu'un vient faire un rapport. On a trouvé un autre agneau avec une patte cassée dans le champ, et quelques vaches ont disparu. Karl a dit qu'il irait parler au fermier. Mort ne comprend pas ce qui se passe. In the natural. Morte le regarda partir, furieux. Il serrait les dents, cette pagaille n'était pas encore résolue. Qu'un autre problème était déjà en route. Sur le chemin du retour au domaine, Roko a délibérément arrêté la voiture dans un endroit isolé. Voyant que Mot devenait de plus en plus audacieux, il se sentait de plus en plus inquiet. Il a dit à Mot qu'il savait déjà ce qui s'était passé avant qu'elle n'entre au monastère. Il lui a même conseillé de quitter le domaine et de l'épouser, de s'installer chez ses parents. Là-bas, personne ne connaîtrait son passé. Il n'a pas besoin de travailler. Après avoir fini celui-ci, un autre l'attend. Béa est comme une petite fille capricieuse. Sa vie ne tourne qu'autour des sentiments. Elle accuse Mort de ne pas s'occuper de Hippo, ou d'aller au manoir. Elle n'a pas le temps de s'occuper de lui. Mort explique qu'il travaille. Mais Béa ne se soucie pas des fermiers, ni du monde. L'attitude de Béa a été un coup dur pour Mot. La passion s'estompe. Il réalise que Béa l'aime, mais qu'elle ne pourra jamais le comprendre.
Un sentiment de solitude sans précédent l'envahit. En comparaison, il se sent plus proche de ses semblables. Ils viennent tous du bas de l'échelle. Ils ont de l'ambition, de l'intelligence et de la ruse. Et c'est peut-être pour cela. Ils ne peuvent plus se supporter. Bien qu'il soit seul, il doit se battre. Pour l'instant, il reste ici temporairement. Il suffit d'un mot de la princesse. Et il pourrait être chassé à tout moment. C'est pourquoi il doit consolider sa position. Et le seul qui puisse l'aider à y parvenir, c'est le prince Ibo. Cependant, le destin lui a de nouveau souri. Ce jour-là, il a découvert par hasard que le majordome faisait régulièrement venir un fermier au grenier pour rencontrer secrètement le prince. Il savait que c'était une opportunité. Alors il s'est déguisé et est allé au village pour interroger le fermier. Le fermier a fini par avouer qu'il avait été envoyé par la princesse pour satisfaire les désirs du prince, mais que le prince ne comprenait rien aux relations humaines. Il n'avait jamais vraiment eu de relations intimes. Mais personne ne sait cette histoire. Après un bref moment d'hésitation, Note a vu un plan se dessiner dans son esprit. Cependant, alors qu'il retournait à pied, il a croisé Karl. Note était sur ses gardes. Mais Karl, bienveillant, lui a proposé de le raccompagner. Pour éviter que quelqu'un ne remarque sa tenue, il faudrait trouver une excuse, afin d'éviter des complications supplémentaires. Note monta sur son cheval. Les deux ne cherchèrent pas à éviter la foule. Ils traversèrent la forêt, et un contact physique involontaire rendit l'atmosphère légèrement ambiguë. Au moment de se séparer, Karl lui souhaita des fiançailles heureuses. Pas étonnant qu'il soit pareil. Karl avait déjà compris ce que Note allait faire, mais il n'avait pas l'intention de le dénoncer après le départ de Karl. Note vient directement chercher des comptes à Rocco. Elle le réprimande pour avoir parlé de leur mariage, sans son consentement. Rocco n'en fait pas cas, et lui demande si elle veut vraiment l'épouser. Puis il s'en va furieux. Les deux se séparent définitivement. Le plan de Note commence. Après s'être assuré que le prince ne ferait rien contre lui, il commence à séduire le prince en privé. Le prince, incapable de se contrôler, se jette sur Note. Note crie à l'aide. Les gens de l'extérieur entrent et éloignent le prince. Note devient la victime de l'incident. Par la suite, il s'efforce de défendre la fertilité du prince, ce qui le rend encore plus digne de compassion. Puis il utilise la stratégie du recul pour avancer. Il propose de se retirer de la prise en charge du prince. Mais désormais, le prince ne peut plus se passer de lui. Il ne supporte pas de ne pas le voir. Se lamenter toute la journée, tourmenter tout le monde, pour étouffer ce scandale. Et pour retrouver la paix, la princesse a demandé de l'aide, menacé Note de renoncer à ses vœux monastiques, pour épouser le prince. Note a feint l'embarras mais n'a pas pu refuser. Elle a hoché la tête et accepté. Twin Tredina forme End et Gotha Mind. À ce moment-là, son plan s'était déroulé sans accroc. Il avait réussi à rester longtemps, et il avait obtenu les remerciements de la princesse. La princesse a promis d'organiser leur mariage rapidement, mais il ne participerait pas, et il espérait qu'elle ne tomberait pas enceinte. Il ne voulait pas qu'un autre monstre voie le jour. Après ces mots, il quitta la pièce. Sous le lit, Béa, qui avait tout entendu, ressentit de l'indignation pour lui. Il pense que la princesse ne devrait pas utiliser sa gentillesse pour le menacer. Note se tourna alors pour le réconforter. Béa fut immédiatement apaisée. Après le départ de Béa, Note sauta de joie sur le lit. Cependant, son ambition ne s'arrêtait pas là. Can't be good about that I think what he'll get more level. Mais avant cela, il devait d'abord obtenir le soutien de Karl. Après réflexion, il est venu chez Karl une nuit pluvieuse. Karl avait aussi des sentiments pour lui. Il a pu mener son plan à bien sans problème. Cela n'aurait pas été possible sans son influence auprès de la princesse. En réalité, il était là pour séduire celui qui avait des sentiments pour lui. Le reste s'est fait naturellement. Mais tout cela a été vu par Rocco, caché dans l'ombre. Il a été submergé par une jalousie intense. Le lendemain matin, sous prétexte d'achat pour J.A.J., Note l'a emmené dans un endroit isolé. Il a directement parlé de ce qui s'était passé la nuit dernière, en le maudissant furieusement, et en menaçant de révéler leur liaison à la princesse, pour détruire ses fiançailles avec le prince. Note a essayé de le raisonner, mais il ne voulait rien entendre. Déterminé à ruiner Note, voyant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, la folie innée de mort se réveille à nouveau. Il s'empare du volant avec détermination, et provoque un accident. Cette fois encore, le destin lui sourit. Rocco meurt sur le coup. Mort est gravement blessé mais survit. Après avoir confirmé la mort de Rocco, il se lève et avance en boitant. La mort de Rocco ne préoccupe pas grand monde.
Tout le monde pense qu'il s'agit d'un accident. Note, une fois de plus en position de victime, a éliminé les obstacles sur son chemin. Peu de temps après, le mariage a eu lieu comme prévu, sans invité. La princesse a également refusé d'y assister. Un marié naïf et une mariée au visage marqué ont échangé leurs alliances sous le regard du prêtre. Après le mariage, Mot a obtenu le titre de princesse. La fille sauvage des bois s'est soudain transformée en dame de la noblesse. Mais il maintenait toujours une relation amoureuse avec Karl. Ce jour-là, à son retour, il a rencontré les parents de Rocco. Ils étaient venus en urgence de leur village natal pour récupérer les affaires de leur fils. Note a patiemment répondu à toutes leurs questions et leur a même remis une somme d'argent. Finalement, ils ont mentionné que Rocco avait écrit une lettre récemment, disant qu'il était tombé amoureux d'une fille, qu'il voulait l'épouser mais qu'il y avait encore des obstacles. Il voulait vraiment savoir qui était cette fille. Mott ne montre pas la moindre panique. Elle affirme être la fille d'un fermier. La mère de Rocco lui demande de transmettre un objet à David. Après le départ des autres, il remet l'objet à Maina, qui se tient derrière lui. Tout le monde sait que Maina a une liaison avec Rocco. Mais personne ne sait rien de l'histoire entre Rocco et Mott. Par coïncidence, il n'y a rien. Une femme mariée correspond exactement aux critères mentionnés dans la lettre. Personne ne soupçonne quoi que ce soit. L'affaire de Rocco se termine parfaitement. Et la manière douce et bienveillante de Mort a gagné le respect des domestiques. Elle commence à devenir une bonne maîtresse de maison, avançant avec le sourire et la tête haute. Elle inspire à la fois proximité et inaccessibilité. Cependant, plusieurs jours se sont écoulés sans qu'elle voie Béa. Il s'avère que, après le mariage de Note, elle doit aller vivre avec le prince. Béa, attristée par cette nouvelle, s'est mise en colère. Note lui a expliqué qu'ils devaient vivre ensemble après le mariage, mais qu'il n'y aurait pas d'intimité entre eux. Béa fut alors rassurée, et commença à rêver de leur future vie ensemble. Elle pensait qu'une fois la guerre terminée, ils retourneraient au palais de Catane. Ils verraient beaucoup de gens chaque jour, et visiteraient de nombreux endroits. Ainsi, ils retrouvèrent leur intimité d'autrefois. Mott en a profité pour progressivement s'établir. Peu de temps après, une bonne nouvelle est arrivée, la guerre était terminée. Tout le monde était fou de joie et célébrait devant les portes du manoir. Mais à leur grande surprise, ils ont été réprimandés par la princesse. Elle a déclaré que pour eux, la guerre n'était pas terminée. Et elle a interdit toute célébration. Sinon, ils seraient sévèrement punis. Tout le monde était très déçu. Ils sont partis en murmurant. Béa et Mott ont été appelés par la princesse. Les accusés de ne pas devoir traîner avec ces gens-là dehors. Mais Béa pense que la guerre est finie. Il est temps pour eux de quitter cet endroit et de retourner à Catane. Il peut même sentir son odeur en ouvrant l'armoire. Et son fils, le seul qu'il ait vraiment aimé, est mort dans cette guerre. Que la guerre soit finie ou non, leur douleur ne diminuera pas, et rien ne changera pour eux. Tatiana n'est qu'une partie de leur passé. Ils ne reviendront pas. Kistamia Pepper Gupared from your stanza. Béa, triste, se retourne et s'en va, tandis que Mort reste silencieux. Il réalise soudain l'importance du pouvoir. Il en a assez de faire semblant d'obéir, assez de laisser les autres diriger sa vie. Après s'être retourné, il va à la cuisine dire aux servantes. Il leur a permis d'organiser une fête de célébration, mais seulement après que la princesse soit profondément endormie. Et dans le domaine, loin de la villa, les servantes étaient ravies. Elles ont exprimé leur gratitude à plusieurs reprises. La nuit est tombée. Tout le monde s'est réuni autour du feu de camp pour chanter et danser, profitant pleinement de la joie et du bonheur. Note et Béa se sont discrètement joints à eux. Même Karl a été attiré par l'ambiance chaleureuse. Ils les ont rejoints. Pendant ce temps, Mena a annoncé une bonne nouvelle à Morte. Son mari était revenu vivant. Elle voulait profiter de chaque instant avec lui. Mais elle ne savait pas comment demander congé à la princesse. Morte la félicita, et lui dit qu'il parlerait à la princesse pour elle. Mena l'étreignit avec émotion pour le remercier. Cependant, peu de temps après, une mauvaise nouvelle arriva au château. Les soldats revenant du front avaient ramené la peste. Il est extrêmement contagieux, et s'est rapidement propagé à tout le continent. Le pire, c'est que quelqu'un dans le manoir a déjà été infecté, parce qu'ils viennent juste de découvrir l'existence de l'épidémie. Pour la sécurité de tous, le médecin a recommandé que chacun reste dans sa chambre, et s'isole.
La princesse reste déprimée et ne s'occupe de rien. Alors, avec l'aide de Karl, Mor a pris en charge toutes les tâches. Une organisation méthodique a été mise en place pour que tout le monde lutte contre l'épidémie. Mais des gens continuent de mourir petit à petit. Les situations délicates ont été réglées. Karl Bono avait préparé des provisions pour un an dans la villa. Puis il s'est préparé à partir pour rentrer chez lui. Il ne reviendra pas à la villa avant la fin de l'épidémie. C'est à ce moment-là que Nor a découvert que Karl avait sa propre maison. Like I Love It Nintendo. Bien que Nor le savait depuis longtemps, Karl ne pouvait pas lui offrir un amour véritable. Mais il ressentait tout de même un certain vide. Cependant, ce sentiment ne dura pas longtemps. Ce qui compte le plus maintenant, c'est de guider toute la famille à travers l'épidémie en sécurité. Ce jour-là, Mena, qui était partie, revint. Il s'avéra que la vie n'était pas aussi belle qu'il l'avait imaginé. Son mari était revenu du champ de bataille, devenu infirme. Personne ne voulait l'embaucher. Le couple était sur le point de ne plus pouvoir survivre. C'est pourquoi elle ne voulait pas revenir travailler. Mais maintenant, la situation. Tout le monde pourrait être porteur de la peste. Alors Mott l'a refusé catégoriquement. Celui qui a été refusé, Mei, lui a demandé quand il était devenu si froid. En fait, Mott a toujours été une personne froide. C'est juste que l'environnement lui a donné un masque. Et c'est peut-être une qualité nécessaire pour contrôler le pouvoir. En même temps, Mott a découvert qu'elle était enceinte. Elle n'a pas eu de relation intime avec le prince. Donc cet enfant est celui de Karl. Il attend sa naissance avec impatience. Mais il ne peut pas le dire à la princesse. Un jour, un accident est arrivé. La princesse est tombée et s'est cassé quelques côtes. Elle a dû rester alitée pour se rétablir. Cela a rendu son caractère encore plus étrange. Elle n'acceptait les soins de personne sauf de Mott. Pendant les repas, elle faisait souvent des caprices. Mo, malgré son tempérament, continuait à prendre soin d'elle. Mais la princesse découvrit bientôt que Mo était enceinte. Il pensait que la grossesse apporterait un vide absurde, qui dévorerait sa vie, et lui prendrait toute sa sagesse et sa force. Pour quelqu'un comme Mo, c'était un gâchis. Ses mots étaient pleins de déception envers Mo. La princesse lui dit fermement que la famille Brandyforty devait se terminer avec lui. Donc cet enfant ne doit absolument pas rester. Sinon, il fera exclure Mort de la famille, et il ne pourra pas prétendre à aucun héritage. En réalité, cet enfant n'a aucun lien avec leur famille. Mais Mort ne peut pas le dire à la princesse. Pearl, ils vont faire frire les criquets de Spritiamo, et les mettre dans leur péricoloso. Tu n'achètes pas ton département effrayant. Mort, après avoir entendu cela, ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Il est sorti rapidement. Il a enlevé son masque et a pris plusieurs grandes inspirations. Et dans ses rêves, en plus de sa mère et de sa sœur Nora d'avant, il y avait aussi Rocco, récemment décédé. Mo voulait donner naissance à l'enfant qu'elle portait, et ne plus être manipulée. Alors elle a décidé de prendre un risque et d'empoisonner la princesse, pour la tuer lentement. Mais le poison finirait par provoquer des réactions. Cependant, la peste est devenue un excellent prétexte. Il prétexte que la princesse a attrapé la peste, et interdit à quiconque de lui rendre visite. Même Béa, qui s'y oppose, est écartée par son attitude ferme. La vie de la princesse commence alors à s'éteindre peu à peu. Mott devient son seul réconfort. Il lui raconte des histoires de sa jeunesse. Pendant ce temps, le plan de Mott avance discrètement. La nuit, il emmène le prince en bas, lui faisant découvrir chaque recoin de la maison. Il est même allé rendre visite à la princesse endormie. Une fois que la princesse sera décédée, le prince deviendra le premier héritier. Il sera le nouveau symbole de la famille. Il devra faire face à toutes sortes de situations. Il ne pourra pas se cacher éternellement au dernier étage. C'est pourquoi Mott a commencé à le préparer tôt. Petit à petit, il l'a aidé à s'adapter. Le moment venu, il sera le véritable maître du pouvoir. Ses enfants hériteront également de tout cela. Cependant, son refus persistant de se débarrasser de l'enfant a complètement énervé la princesse. Elle l'a menacé en disant que personne ne pouvait contester ses décisions. Même si elle mourait, elle pourrait punir Mo. En fait, elle avait caché un testament secret, qui stipulait clairement que quiconque aurait un enfant perdrait ses droits de succession. Elle préférait laisser ses biens à des œuvres de charité, plutôt que de permettre à la famille de continuer. When I bring you back to return. Mon papa, je peux. Allez, remplis le formulaire correctement. Mort ne s'attendait pas à ce qu'il garde encore cette chanson. Il l'avait aussi détestée pour avoir une fois de plus contrôlé ses émotions. Mais en même temps, il admirait la détermination de la princesse. Cette guerre entre les deux femmes
était mêlé de beaucoup de respect mutuel. Mort commença à chercher frénétiquement le testament, pour le détruire, mais ne le trouva pas. Ainsi, Mott a accéléré son plan. Un matin peu de temps après, la princesse ne s'est plus réveillée. Ils lui ont organisé des funérailles grandioses. À la fin des funérailles, il est allé directement chez Karl. C'est le fils aîné de Karl qui a ouvert la porte. Il s'avère que Karl avait une femme et des enfants. Sa femme est décédée il y a 10 ans. Il a élevé seul ses 2 fils. Ils sont revenus sains et saufs du champ de bataille il n'y a pas longtemps. C'est à ce moment-là que Mott réalise que la vie réelle de Karl n'a rien à voir avec lui. Peu de temps après, Karl est revenu. Mott lui a annoncé qu'elle était enceinte. Karl a souhaité le meilleur pour cet enfant, et a exprimé des paroles lourdes de sens. Puis, il a brusquement changé de ton, et a demandé à Mott de ne plus venir chez lui. Il ne voulait pas que ses fils voient son côté méprisable. Après tout, Mott a presque le même âge que son fils. Mott trouvait cela un peu drôle. Ah. Ils se sont mutuellement moqués l'un de l'autre. Puis ils ont directement commencé à discuter des conditions. Mott voulait le testament. Il connaissait si bien la princesse qu'il devait savoir où il se trouvait. Karl a promis qu'il s'occuperait de tout demain. Mott n'avait qu'à appeler le notaire, et il obtiendrait tout ce qu'il voulait. Il s'avère que la princesse avait confié son testament à Karl. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la personne en qui il avait le plus confiance avait depuis longtemps un lien particulier avec Mort. Le lendemain, toutes les personnes concernées étaient présentes, en l'absence de testament, avec l'aide de Karl. Le prince Bibo, en tant que Gaïa, le seul fils survivant de la princesse, a obtenu tous les droits de succession. Compte tenu de sa situation particulière, Notte prendra en charge la gestion des biens. Une fois les choses réglées, Notte a de nouveau montré ses talents pour gagner les cœurs. Il a d'abord sorti de l'argent, pour financer l'église et l'hôpital, puis il en a donné pour remercier ses fidèles serviteurs. Enfin, il a imité Nora, en laissant un héritage à Béa. Après la fin de la réunion, Karl a remis le testament à Mort. Après l'avoir lu, Mort l'a jeté dans la cheminée. À partir de ce moment-là, il a pris le contrôle de la maison, et s'y est installé définitivement. Peu de temps après, l'enfant est né. La morne demeure a accueilli une nouvelle vie. Mort, tenant l'enfant dans ses bras, était plongé dans le bonheur. Mais son prochain plan, il s'agit de ramener la famille à Catane. Et lui et Béa ont vu leur relation tomber à zéro à cause de la naissance de l'enfant. En fait, la naissance de l'enfant a plongé Béa dans la panique. Elle avait peur d'être abandonnée. J'ai dit à mon esprit. J'ai dit à l'argent, de ne pas s'inquiéter à tout moment et lui n'avait rien. C'était juste un pauvre boiteux, une vieille fille entretenue par la famille. Morte se penche pour le réconforter après avoir écouté. Il fume seul dehors. Il promet de ne jamais l'abandonner. Après avoir dissipé ses inquiétudes, Béa essaie aussi d'accepter l'enfant de Morte. Pendant ce temps, avec l'aide de Morte, le prince commence à s'ouvrir. Il peut saluer tout le monde normalement. Il apprend doucement à socialiser. Alors pas de bête riche. Canipo bête riche n'a pas été invité. Tout le temps pour réfléchir aux détails de Panada. Lors de la réception au manoir quelques jours plus tard, Karl est également venu. Mott lui a dit qu'il allait partir, qu'il allait à Catane. Karl lui a rappelé qu'exposer le prince devant tout le monde pourrait nuire à son autorité. Mott a dit qu'il n'aimait pas du tout ces choses-là. Il voulait juste étudier. Karl était un peu choqué. Il ne s'attendait pas à ce que son véritable désir soit si simple. Notte se tourna vers lui, et lui demanda s'il viendrait le voir à Cacania. Karl refusa poliment, et dit à Mott de laisser le passé derrière lui, d'oublier tout et d'aller de l'avant. Alors que Mott se retournait pour partir, cette compétition amoureuse entre eux touche à sa fin. Peu de temps après, Mo part avec Béa et les enfants vers Catane. La voiture roule sur la route, et dans un moment d'égarement, il revoit sa mère, sa sœur Nora Roca. Cette fois-ci, la princesse Gaïa est là aussi. Mais contrairement à avant, ils ne se tiennent pas simplement debout là, mais elle a disparu lentement. Le retour de la famille Brandifort a été accueilli avec enthousiasme. Notte, souriant, répondait avec élégance et courtoisie aux invités. Une fois que tout le monde était entré dans la maison, il s'est soudainement précipité dehors. Traversant les rues animées, il est entré dans une église majestueuse, et, levant les yeux, il a vu Sainte Agathe, les Mortaudiens, coureurs de l'église, et traverse le tunnel sombre à toute vitesse, pour apercevoir la mère qu'il rêvait de voir enfant.
Après un instant de stupeur, ils éclatent de rire. L'art de la joie s'arrête ici. Comme le disait la voix off du modèle, depuis toujours. Il a été un voleur.